La Russie est tellement désespérée qu'elle cède des territoires juste pour survivre, alors que le monde regarde Moscou saigner en Ukraine. Quelque chose de bien plus permanent se déroule à l'Est, où la Chine et la Corée du Nord prennent silencieusement le contrôle de l'extrême-orient russe. Ce n'est pas un hasard. Face à la pression de Kiev et de l'OTAN, Poutine fait de cette frontière une monnaie d'échange. Ancien symbole de puissance impériale, la région est maintenant un terrain d'influence étrangère, où investisseurs chinois et travailleurs nord-coréens la transforment contre assistance. Dans cette vidéo, nous analyserons les accords, leurs conséquences et pourquoi la Russie ne récupérera jamais cette terre. Commençons par aller à la racine du désespoir de la Russie. C'est la guerre en Ukraine. Cette invasion, désormais dans sa 4e année, a épuisé le pays sur tous les plans. Militaire, économique, démographique. Actuellement, des sources affirment que plus d'1 million de Russes ont été tués ou blessés, réduisant drastiquement le nombre de jeunes hommes valides en Russie. En ce qui concerne l'équipement, c'est la même histoire. L'armée russe est à bout de souffle. Elle a été réduite à fonctionner avec des machines soviétiques obsolètes et des pièces de mauvaise qualité. L'armée autrefois fière dépend désormais presque totalement des importations d'électronique et de drones de Chine, d'Iran et de Corée du Nord. Nous sommes loin de l'image de superpuissance que Moscou affichait autrefois. Les sanctions ont empiré la situation. L'accès de la Russie à la finance et à la technologie occidentale a été coupé, et ce qui reste de ses revenus d'exportation dépend presque entièrement de la Chine et de quelques pays amis. Le rouble a connu chute libre sur chute libre, l'inflation a rongé les économies du pays, et le budget du gouvernement dépend fortement des dépenses de guerre. La Russie a encore des armes nucléaires, et du pétrole, mais son influence mondiale a fortement baissé. En gros, la Russie est à genoux, et nulle part ce déclin n'est plus visible que dans l'Extrême-Orient. L'Extrême-Orient russe, riche en ressources, s'étend de la Sibérie orientale à l'océan Pacifique, et couvre près de 40% du territoire russe, mais elle ne regroupe que 5% de sa population. Elle borde la Chine, la Corée du Nord, la mer du Japon et inclut Promoské, le kraï de Sakhaline et le Kamtchatka. Bien que peu peuplée, la région a une grande valeur stratégique grâce à ses ressources naturelles, ses ports pacifiques essentiels et l'influence grandissante des puissances voisines via le commerce, les infrastructures et des accords fonciers durables. Cependant, malgré sa richesse et son importance, elle demeure isolée et chère à maintenir. Ainsi, Moscou l'a longtemps considérée comme un avant-poste symbolique de l'Empire, plus que comme une économie viable. La Russie, à court d'options et l'Extrême-Orient abandonné, offre désormais des terres et un accès contre de l'aide. Elle ne le nomme pas comme ça. Officiellement, c'est développement, investissement et croissance régionale. Mais derrière les communiqués de presse et les inaugurations, les accords sont clairs. La Chine obtient des baux à long terme, le contrôle des infrastructures et le premier choix sur les ressources naturelles. La Corée du Nord obtient des contrats de bois, des routes de transit et des livraisons d'armes discrètes. La Russie, d'emporte et en échange, obtient l'accès à des ressources qu'elle ne peut pas produire ou obtenir par elle-même. Ce n'est pas un vrai partenariat, mais une question de survie. Le régime de Poutine tente de satisfaire ses partenaires pour qu'ils continuent à fournir argent et ressources. La Chine et la Corée du Nord s'y établissent, et la considèrent comme leur foyer, tandis que les responsables russes évoquent la revitalisation de la région. En réalité, des entreprises étrangères contrôlent les des installations clés, et les économies locales dépendent presque totalement de fonds extérieurs. La Russie parle de partenariat gagnant-gagnant, mais c'est plutôt une victoire où l'un gagne un trophée et l'autre juste un ruban. Dans certaines régions, les entreprises chinoises dirigent tandis que le personnel russe gère la paperasse. Ce n'est pas un transfert officiel, mais on s'en rapproche. La Russie est passée au second plan chez elle, ce qui est surprenant, car l'Extrême-Orient représentait jadis la fierté russe. Aujourd'hui, ce n'est qu'un ensemble de projets étrangers liés par le désespoir. Moscou possède toujours la terre, mais ce n'est plus elle qui prend les décisions. Ce qui avait commencé comme un moyen de maintenir la région en vie s'est transformé en un transfert silencieux du contrôle. Plus ces accords vont loin, plus il sera difficile de les annuler. Chaque accord du Kremlin avec ces deux pays comporte des conditions qui se durcissent avec le temps. Ces liens entourent désormais le secteur énergétique russe. L'an dernier, le commerce Russie-Chine a atteint 245 milliards de dollars en forte hausse, par rapport aux 190 milliards d'il y a 3 ans. Apparemment, ce sont des progrès, mais la Chine reste largement bénéficiaire de ce commerce. Le pétrole et le gaz russe se vendent 30 à 40% moins cher que les prix mondiaux, alors que les produits chinois envahissent les marchés russes. Le déséquilibre n'est pas seulement économique, il est aussi stratégique.
Pour chaque pipeline, usine ou centrale électrique que la Chine construit en Extrême-Orient, elle obtient le contrôle grâce à de longs baux, des participations ou des accords de dette que Moscou ne peut se permettre de rompre. Ce changement bouleverse bien plus que les économies locales. Avec force de Sibérie 2 en préparation, l'Extrême-Orient russe devient la principale route d'exportation de gaz vers l'Asie. En 2024, plus de 60% des exportations d'énergie russe allaient vers l'Est. La Chine contrôle davantage les prix et l'approvisionnement, tandis que l'Europe cherche désespérément des alternatives. La Corée du Nord en profite aussi, recevant carburant et infrastructures pour réduire ses pénuries. Ce qui était au départ un moyen de faire fonctionner la région est devenu un jeu de pouvoir. La Russie troque son énergie à bas prix pour survivre, cédant ainsi à Pékin le contrôle d'une région désormais cruciale. La frontière orientale n'est plus un simple enjeu, elle devient le pivot de l'influence mondiale. Pékin ne fait pas qu'investir dans l'extrême-orient russe, il s'y installe réellement. Les entreprises chinoises modernisent ports, étendent chemins de fer et construisent des centres logistiques pour le commerce et leur stratégie à long terme. La Corée du Nord envoie aussi des équipes techniques et de main-d'œuvre pour soutenir la construction et l'exploitation du bois. Pour la Russie, ces accords sont motivés par le désespoir. Pour ses voisins, c'est une chance rare d'étendre leur territoire sans opposition, même s'ils ne l'avoueraient jamais. La région du Tumen illustre bien cette histoire. Petite bande de terre stratégique où Russie, Chine et Corée du Nord se rejoignent, attirant depuis longtemps les ambitions impériales. Historiquement, cela a été un point chaud de conflits territoriaux. C'est une partie de l'histoire qui explique pourquoi cette terre compte autant pour la Chine. L'extrême-orient appartenait à la Chine, avant d'être annexé par l'Empire russe au XIXe siècle via des traités jugés inégaux par la Chine. Les traités de Haïgan, 1858, et de Pékin, 1860, ont obligé Pékin à céder plus de 60 000 km² au nord de l'Amour et à l'est de la côte Pacifique. Cette perte a coupé la Chine de la mer du Japon et reste encore dans sa mémoire nationale, depuis des générations. Les cartes chinoises indiquaient ces régions avec des lignes pointillées et pâles, les désignant comme des terres perdues. Dans les écoles et discours politiques, l'histoire de l'Extrême-Orient rappelait l'humiliation subie sous les puissances étrangères. Beaucoup à Pékin pensent que l'histoire se répète aujourd'hui. Ils n'ont pas à envahir cette terre, ils peuvent l'acheter, la louer ou la peupler. Elle envoie des ingénieurs, investisseurs et contrats à long terme, pas de soldats. Routes, ports et chemins de fer sont construits, permettant à Pékin de regagner discrètement et progressivement de l'influence, sans violence. Les objectifs nord-coréens sont plus simples mais tout aussi calculés. Elle voit la faiblesse russe comme un moyen d'obtenir ressources et zones sûres pour sa main-d'œuvre. La Chine apporte le capital, la Corée du Nord la main-d'œuvre, et la Russie, affaiblie par la guerre et les sanctions, accepte toute aide. De nouveaux ponts et routes sont en construction à travers le Tumen. La liaison ferroviaire de 1959 est désormais complétée par un nouveau pont routier reliant directement les trois pays. Officiellement, il s'agit de commerce et développement. Mais en fait, la Chine cherche un accès au Pacifique depuis sa frontière nord-est. Pour la Corée du Nord, le projet apporte des infrastructures modernes et une chance de s'ancrer dans un réseau régional. Pour la Russie, c'est une concession discrète, une façon d'assurer des investissements sans admettre publiquement une faiblesse, et ces accords s'accumulent. En Extrême-Orient russe, des centaines de baux fonciers à long terme sont conclus avec des entreprises chinoises, certains durant plusieurs décennies. La terre reste russe de nom, mais tout ce qui s'y passe est contrôlé par les investisseurs et les gestionnaires de Pékin. Aujourd'hui, on perd du territoire non par invasion, mais par des contrats aux petites lignes. Pour saisir l'ampleur des concessions de Moscou, il faut voir comment ces accords transfèrent le contrôle des terres à Pékin. La dépendance de la Russie envers la Chine touche aussi le territoire, au-delà du commerce et de l'énergie. La Russie cède discrètement des territoires à la Chine, en échange de son aide. Ces accords sont appelés BO, ou partenariats de développement. En pratique, ils donnent à Pékin le contrôle de vastes régions de l'extrême-orient russe, parfois pour près d'un siècle. Depuis 2022, des entreprises chinoises détiennent des droits sur de vastes terres agricoles et forêts dans l'Amour et le Zabaïkalski. Beaucoup de ces contrats, comme nous venons de le mentionner, durent de 49 à 99 ans. C'est assez long pour que des générations grandissent sous la gestion chinoise. Cela signifie que des générations entières de Russes grandiront sans rien connaître d'autre que le fait que les Chinois dirigent les choses dans leur propre patrie. Des rapports locaux indiquent que les entreprises chinoises exploitent plus de 15 millions d'hectares de terres agricoles dans l'est de la Russie. C'est presque 5 fois plus que ce qu'elles possédaient avant la guerre en Ukraine. Les accords se signent fréquemment à bas prix,
ou contre des fournitures. Moscou manque cruellement de moteurs, puces, produits chimiques et pièces détachées pour ses armes. Même les ressources changent de main. Des mineurs chinois exploitent l'or et les métaux rares via des co-entreprises où Moscou reste propriétaire, mais où les bénéfices et opérations sont contrôlés depuis la Chine. Des responsables russes qualifient discrètement cette terre de survie, car le Kremlin ne peut plus refuser. Moscou est tellement occupée à se battre en Ukraine. Elle n'a pas vraiment remarqué la transformation chinoise de son Extrême-Orient, entre nouvelles enseignes et ambiances différentes. Refuser Pékin reviendrait à priver la Russie de carburant, additifs, composants électroniques militaires et équipements essentiels à sa guerre et son économie. C'est hors de question, mais ces accords ne sont pas des solutions temporaires. Ils créent une nouvelle réalité où la souveraineté russe devient surtout symbolique. La démographie raconte la même histoire, elle aussi. Environ 2 millions de Chinois vivent et travaillent actuellement entre Vladivostok et l'Oural. Dans plusieurs villes, ils constituent la majorité de la population locale. Les entreprises chinoises dominent le commerce, l'agriculture et la construction. Les Nord-Coréens comblent les manques dans les mines, la sylviculture et l'agriculture. Ils sont déjà 15 000 en Russie, et il est prévu d'en envoyer jusqu'à 50 000 de plus dans des zones de guerre comme l'Ukraine occupée. Pyongyang en tire jusqu'à 13 milliards de dollars par an. Les rares travailleurs russes restants dépendent de cet argent pour vivre. Beaucoup de petites villes reposent aujourd'hui sur le capital chinois et la main-d'œuvre nord-coréenne. Culturellement et économiquement, la région est en train de changer. Et il ne s'agit pas seulement d'économie. Chaque port, pont et pipeline construit par la Chine à la frontière et de la Russie a un second but. Ce ne sont pas seulement des routes commerciales, ce sont des outils stratégiques. Les routes qui transportent des marchandises peuvent tout aussi facilement déplacer des véhicules blindés. Les centrales électriques, qui alimentent les villes frontalières, peuvent soutenir les communications radars. Les ports de marchandises peuvent aussi servir de quai naval. Chaque projet a un usage double et Pékin en est pleinement conscient. En conséquence, de nombreuses théories, plus ou moins crédibles, ont émergé. Les planificateurs militaires russes le savent aussi. Ils constatent la situation, mais avec tant de ressources en Ukraine, ils ne peuvent vraiment pas riposter. Le Kremlin ne peut pas se permettre de défier la Chine, et il ne peut certainement pas se permettre de perdre son soutien. Alors il enveloppe les accords dans un langage amical, les qualifiant de partenariat gagnant-gagnant. Mais toute personne attentive sait qui est vraiment le gagnant. C'est comme laisser un serpent entrer dans le poulailler, et devoir prétendre que c'est un invité. Il n'est plus secret que la Russie perd le contrôle de l'Extrême-Orient. En cédant le contrôle des infrastructures clés, Moscou externalise sa souveraineté. Les analystes militaires au Japon, en Corée du Sud et aux États-Unis surveillent la situation. Chaque nouveau pipeline, pont ou centre logistique est un signe supplémentaire que l'équilibre des pouvoirs est en train de changer. La région arbore peut-être encore le drapeau russe, mais les décisions qui la façonnent sont prises ailleurs. Cela n'aide en rien. Sous Xi Jinping, la Chine nourrit de grandes ambitions, intégrant l'Extrême-Orient dans sa vision globale. Pour Pékin, il ne s'agit pas de commerce, mais de géographie et de pouvoir. L'accès à la mer du Japon donne à la Chine une voie maritime nord, évitant les points d'étranglement du sud comme le détroit de Taïwan et la mer de Chine méridionale. C'est crucial pour la stratégie et le commerce. Les navires chinois accèdent au Pacifique sans dépendre de routes que la marine américaine pourrait bloquer en crise. Pour les planificateurs militaires à Pékin, c'est inestimable et ce corridor s'inscrit aussi dans la stratégie des nouvelles routes de la soie de la Chine. Les nouvelles routes de la soie ne visent pas seulement à bâtir des infrastructures, mais à instaurer un réseau de dépendance reliant les pays à la Chine. Chaque pont ou voie ferrée construit par Pékin à l'étranger devient un levier d'influence. Une région dépendante de la logistique chinoise ne peut plus s'en détacher aisément. La frontière orientale russe devient discrètement l'un de ces leviers. L'intérêt de la Chine pour l'extrême-orient russe porte aussi sur la mer, pas seulement sur la terre ou les ressources. La région donne à la Chine un accès direct à l'Arctique et à la route maritime du Nord, un raccourci entre l'Asie et l'Europe rendu plus accessible par la fonte des glaces. Pékin a investi discrètement dans des ports arctiques russes et des projets de gaz naturel liquéfié via la route de la soie polaire. Cela paraît être un partenariat commercial. En pratique, cela permet à la Chine d'influencer la gestion des voies de navigation du Nord, et cela offre aux navires chinois un accès potentiel toute l'année à des routes qui contournent des points de contrôle occidentaux, comme le canal de Suez ou le détroit de Malacca. Contrôler l'Extrême-Orient constitue ainsi une étape vers la maîtrise du commerce mondial. Pour la Corée du Nord, les objectifs sont différents, mais restent stratégiques. Pyongyang accède mieux aux infrastructures, reçoit régulièrement des ressources et des devises fortes. Cela lui permet aussi d'accroître son influence sur la Russie, désormais très dépendante de la main-d'œuvre et de la logistique nord-coréenne.
En échange de sa coopération, Pyongyang obtient ce qu'il souhaite vraiment, du carburant, des armes et une voix plus forte dans la politique régionale. Cette victoire leur coûte peu et rapporte à long terme, illustrant un schéma déjà en consolidation. La Chine et la Corée du Nord ne se contentent pas de saisir une opportunité, elles exploitent la faiblesse de la Russie jusqu'à la dernière goutte d'avantage. Ces changements sont durables. La Chine et la Corée du Nord planifient sur des décennies. Ils ont vu une occasion unique dans une vie de réaliser un coup, comme le monde n'en a jamais vu. Ces deux-là ne font pas que réagir à la faiblesse de la Russie. Ils redessinent souvent la carte pour correspondre à leurs ambitions à long terme. Le pont routier sur la rivière Tumen fait partie d'une stratégie plus large. Chaque nouveau projet, qu'il s'agisse d'une ligne électrique, d'un parc industriel ou d'une zone résidentielle, ajoute un fil de plus à la toile. Ils tissent leur toile dans la région, sous leur surveillance. Les ports s'agrandissent, les chemins de fer se modernisent, et des zones économiques spéciales émergent dans la région du Tumen et de Razan en Corée du Nord. Créées pour s'intégrer aux chaînes d'approvisionnement chinoises, mais sous les échafaudages, quelque chose de plus sombre se trame. Ces constructions ont un coût caché pour la terre elle-même. Le dragage et les travaux routiers de l'autre côté du Tumen perturbent un delta fragile partagé par 3 pays. C'est une zone riche en biodiversité et déjà sous pression. Les forêts sont rapidement déboisées pour installer scieries et parcs industriels. Cela empiète sur les habitats du tigre de l'Amour, en danger, dont la zone s'étend en Sibérie. Des études récentes révèlent un fossé croissant entre développement et protection de l'environnement. Avec 559 millions d'hectares perdus récemment et des pertes annuelles de 20 000 km² de forêt boréale à cause de l'abattage, on parle d'une quantité de terre incroyable. La qualité de l'eau baisse à cause du ruissellement des chantiers, et l'air devient plus dense avec les émissions des nouvelles usines. Les groupes de conservation alertent et exigent des évaluations d'impact transparentes avant d'éventuels dommages irréversibles. Mais ces appels sont largement ignorés. C'est une amère ironie. La Russie considérait autrefois sa nature sauvage comme un symbole de fierté nationale, vaste, intact et farouchement protégé. Aujourd'hui, cet héritage est sacrifié au profit de l'investissement étranger. Les équipes de bûcherons nord-coréens, souvent actives avec un contrôle minimal, accélèrent la déforestation et transforment des zones autrefois verdoyantes en paysages dénudés. Et pourtant, malgré tout cela, le projet continue. Les accords exigent des avancées et la nature en paie le prix. L'argent domine le monde, non ? Observez la frontière orientale de la Russie et vous remarquerez un détail frappant. Les principaux projets, tels que le dragage, l'énergie, les réseaux, les entrepôts et l'agriculture, sont réalisés par des entreprises chinoises d'État. Ce n'est pas juste du commerce, c'est du contrôle. De plus, des investisseurs privés chinois ouvrent des centres logistiques et commerciaux, rappelant davantage la Mandchourie que la Russie. Dans certaines villes, les panneaux sont bilingues. Les entreprises chinoises occupent les meilleurs emplacements, pendant que les magasins russes disparaissent. Ce n'est pas bruyant ni spectaculaire, c'est lent, régulier et délibéré. Par endroits, le changement paraît presque terminé. Les villes auparavant subventionnées par Moscou dépendant maintenant du commerce chinois. Les écoles locales enseignent le mandarin et le russe. Les marchés regorgent de produits chinois et la gouvernance locale subit l'influence discrète d'investisseurs étrangers sur les routes et usines. La frontière de l'Est n'est plus seulement frontalière, mais une extension du système économique chinois. La situation est si grave que des responsables russes s'expriment désormais, après des années d'observation du changement. Le gouverneur de Primoria, par exemple, n'a pas hésité. Il a accusé la Chine de vouloir réécrire l'histoire et contrôler sa mémoire et son récit. En général, c'est compliqué si nous ne faisons pas attention au fait que notre région n'a jamais historiquement appartenu à la Chine. Ce n'est pas qu'une affaire de manuel, mais d'identité. Quand des entreprises étrangères influencent la terre, l'économie et la langue, les gens se demandent qui dirige vraiment. Malgré les efforts du gouverneur pour protéger le kraï de Primorsky, la Chine et la Corée du Nord ne ralentissent pas. Ils ont sécurisé routes, ports et approvisionnements, et explorent désormais de nouveaux territoires. La Chine lance son programme high-tech, dotant Vladivostok de centres logistiques intelligents et d'usines automatisées. Ce ne sont pas de simples améliorations, mais des points d'ancrage. Les systèmes créés pour les chaînes d'approvisionnement chinoises influencent aujourd'hui le transport, le suivi des stocks et la gestion de la production dans la région. Le tourisme fait partie du processus. La Chine crée des itinéraires transfrontaliers et convertit d'anciens sites en destinations attractives. La Corée du Nord lance de petits projets touristiques près de sa frontière pour ne pas être laissée de côté. Après les inondations, la reconstruction a créé de nouveaux espaces commerciaux et d'emploi permettant à Pyongyang d'étendre son influence. Ce n'est pas spectaculaire,
mais c'est stable. Malgré une baisse des exportations vers la Corée du Nord en août, la coopération globale augmente. Le commerce touche désormais la technologie, les services et l'influence, pas seulement les matières premières. Alors que la Russie tente de survivre, ses voisins font de l'Extrême-Orient une rampe de lancement. Ils ne réagissent pas seulement à la faiblesse de Moscou, ils développent aussi un projet lié à la reprise sud-coréenne, à l'effort nord-coréen et à la stratégie chinoise à long terme. Ils agissent discrètement, via des accords apparemment inoffensifs, mais qui transfèrent peu à peu le contrôle, rendant cela difficile à détecter. Le changement s'intègre discrètement dans les usines, le tourisme et la logistique. Tout cela est assemblé d'une manière qui semble normale jusqu'à ce que vous réalisiez qui dirige vraiment les choses. La frontière de l'Est n'est plus qu'une zone de ressources, mais un terrain d'essai modelé par des étrangers, sous l'œil de la Russie. La migration est essentielle dans cette transformation. Elle est organisée, non aléatoire. D'abord arrivent ingénieurs et techniciens, puis entrepreneurs, travailleurs des services, suivis de leurs familles. Quand les autorités russes réalisent l'ampleur du changement, le bouleversement démographique est déjà irréversible. Les règles de visa assouplies poussent les responsables locaux, avides d'investissement, à accueillir les nouveaux venus à bras ouverts. Comme pour faire écho à ces craintes, tout ne se passe pas sans heurts sur le terrain. À Vladivostok et Khabarovsk, les habitants sont partagés sur la montée de la présence chinoise. Certains disent qu'on entend que les nouveaux emplois et le flux d'argent régulier valent mieux que de voir leur ville dépérir, tandis que Moscou détourne le regard. Pour certains, ces investissements sont essentiels pour survivre, mais d'autres restent sceptiques. Ils désignent la prise de contrôle chinoise comme un changement progressif de l'apparence et de l'atmosphère de leur quartier. Pour eux, cela commence à ressembler de moins en moins à la Russie et de plus en plus à quelque chose de totalement différent. Ce malaise ne se limite pas à de simples murmures discrets. Les groupes nationalistes et forums en ligne grandissent, alertant sur une prise de contrôle. Certains ravivent les peurs des années 1990, quand livres et articles disant que la migration chinoise annonçait une étape plus vaste. Ces histoires se sont peut-être estompées, mais la méfiance, elle, demeure. Et même si les enquêtes nationales montrent toujours un fort soutien au lien entre la Russie et la Chine, l'ambiance dans l'Extrême-Orient raconte une toute autre histoire. Les ouvriers évincés des grands projets deviennent amers, en voyant des équipes étrangères obtenir les contrats, tandis qu'eux restent à l'écart. Ils préviennent que les entreprises chinoises construisent ces projets pour leur propre expansion, pas pour la Russie. Ils disent que Moscou cède son arrière-cour stratégique morceau par morceau. Parfois, cette frustration éclate. Au Kraï de Primorsky, des manifestations demandaient des règles plus strictes sur la vente de terres et les baux étrangers. Elles ne font pas la une, mais existent. Ce n'est pas une vague, plutôt un courant lent. Pourtant, cela suffit à montrer que tout le monde n'adhère pas aux changements en cours. Mais ces avertissements ont tendance à tomber dans l'oreille d'un sourd. La guerre anéantit la fierté. Quand le budget est limité, que les soldats tombent et que le commerce occidental disparaît, le pragmatisme l'emporte sur le patriotisme. Le Kremlin n'apprécie pas la situation, ayant besoin d'argent et de main-d'œuvre, mais reste coincé dans un cycle inévitable. Plus il reçoit de soutien, plus la guerre s'intensifie. Plus elle s'intensifie, plus il a besoin de soutien. Ce cycle enferme la Russie dans une dépendance encore plus profonde, tandis que Pékin et Pyongyang en tirent des bénéfices constants. Pourtant, Moscou ne reste pas simplement spectateur pendant que 40% de son pays est pris. Pour limiter l'influence croissante de la Chine à l'Est, le Kremlin sollicite discrètement d'autres acteurs, l'Inde en tête. Cette année, les deux pays ont renforcé leurs accords et co-entreprises énergétiques. Ils prévoient d'investir des milliards dans des champs gaziers et zones technologiques hors pipeline de Pékin. La Russie invite l'Inde et le Vietnam à la fête, en espérant qu'ils apporteront assez de provisions pour contrebalancer l'appétit vorace de la Chine. Le Vietnam s'est également joint à l'initiative, ouvrant des discussions sur la pêche et la logistique pour aider la Russie à diversifier ses routes commerciales et à réduire sa dépendance à l'infrastructure chinoise. Les efforts d'ouverture ne s'arrêtent pas là. Les responsables russes, dont Sergueï Shoïgu, se rendent fréquemment en Indonésie et en Malaisie, plaidant pour une coopération plus approfondie malgré le poids des sanctions. C'est une démarche réfléchie. Moscou sait que trop dépendre de quelques voisins est risqué. Elle tente de créer un réseau asiatique plus vaste pour avoir plus d'options et de marge. Malgré cela, les défis persistent. Le déclin démographique et la faible croissance économique freinent toujours les progrès en Russie. Ces initiatives montrent un gouvernement tentant de regagner le contrôle dans une région où il perd du terrain. C'est un jeu de rattrapage. La Chine garde l'avantage, ses investissements surpassant largement ceux, modestes, de la Russie. Ce n'est pas rien. Moscou montre qu'elle veut toujours façonner sa propre arrière-cour. Même si le Kremlin tente d'élargir son cercle, la logique de ses décisions reste d'une simplicité brutale. La frontière de l'Est n'apporte pas de victoire rapide.
Grande étendue gelée, moins de 7 millions d'habitants sur un territoire plus vaste que l'Europe. La maintenir en vie coûte des milliards par an, une somme que Moscou n'a pas en temps de guerre. Le gouvernement présente donc les concessions comme des accords de développement pratiques. Laissez la Chine construire un port et la région obtient des emplois. Laissez la Corée du Nord envoyer des travailleurs et la construction avance plus vite. Officiellement russe, le territoire est en réalité sous contrôle partagé, de plus en plus déséquilibré. Les concessions discrètes s'accumulent. Un pont ici, une concession de port là-bas, quelques milliers de permis de travail approuvés sans supervision. Peu à peu, la carte commence à changer. L'ancienne frontière nationale devient un patchwork de zones économiques et de corridors commerciaux gérés par des entreprises étrangères. C'est du soft power, mais les conséquences sont réelles. Les voisins observent. Le Japon et la Corée du Sud voyant ce changement, et n'aiment pas ce que cela implique. Pour Tokyo, le bouleversement en Extrême-Orient menace son nord, facilite l'accès chinois à la mer du Japon, et ouvre de nouvelles routes commerciales. Oui, mais aussi pour des opérations militaires. Un port contrôlé par la Chine implique plus de patrouilles, de navires sous surveillance de Pékin, et de nouveaux points de ravitaillement naval proches des eaux japonaises. La Corée du Sud voit un autre type de risque. Le nouveau rôle de Pyongyang comme intermédiaire entre Moscou et Pékin redonne à la Corée du Nord une influence inédite depuis des années. Elle ne dépend plus seulement de la Chine et peut désormais obtenir des concessions et renforcer sa position. Cela pourrait signifier plus de financement pour les armes, plus de confiance lors des négociations et plus de problèmes pour Séoul. Et puis, il y a les États-Unis. Washington est distrait, jonglant avec des crises en Europe et au Moyen-Orient. Mais les analystes sont attentifs. Ils voient le même schéma. La Chine établit un réseau logistique discret à travers l'Eurasie, pénétrant dans d'anciens territoires russes. La frontière orientale paraît lointaine, mais reste liée à l'essentiel de l'Indo-Pacifique. Cela modifie rapidement la vision américaine des routes d'approvisionnement, de l'accès naval et de l'endiguement. Dans les réunions du Pentagone, la discussion a déjà évolué. La question n'est pas de savoir si la Chine va étendre son influence, mais jusqu'où elle est prête à aller avant que quelqu'un ne réagisse. Chaque nouvelle infrastructure en Extrême-Orient russe complique la tâche de Washington pour limiter Pékin. Les responsables américains réclament une présence accrue dans le Pacifique, plus de coopération avec les alliés et de nouveaux partenariats technologiques pour contrer la progression chinoise vers le nord. Fait surprenant, l'OTAN s'y intéresse aussi. L'Ukraine reste la priorité, mais les dirigeants européens en voient les effets. Si les territoires orientaux russes passent sous contrôle chinois, Moscou deviendra encore plus dépendante de Pékin, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan stratégique. Cela affaiblit la position de négociation de la Russie partout ailleurs, y compris en Europe. Pour l'OTAN, cela signifie que l'ancienne géographie de la guerre froide est en train de changer. La ligne d'influence qui passait autrefois par Berlin et Varsovie pourrait bientôt s'étendre jusqu'à Vladivostok. Que va-t-il se passer ensuite ? Les analystes envisagent 3 scénarios. La première option, la plus probable, est la voie de l'absorption lente. Dans les prochaines années, la Chine continuera d'investir massivement dans les infrastructures et zones économiques spéciales. La navigation sur le fleuve Tumen deviendra courante. Les travailleurs chinois et les citoyens russes continueront de se mélanger sur les plans économiques et culturels. Bien que la Russie reste officiellement propriétaire des terres, la Chine et la Corée du Nord géreront tout. C'est une prise de contrôle discrète qui transforme la réalité sans attirer l'attention. Le second scénario, l'escalade. La guerre en Ukraine dure, Moscou s'affaiblit. La Chine pourrait officialiser son contrôle via des accords juridiques. Des baux longs pourraient devenir de véritables propriétés. Des forces de l'ordre ou sociétés de sécurité chinoises pourraient protéger les investissements. Cela ferait en sorte que certaines parties de la frontière orientale deviennent, dans les faits, un territoire chinois, même sans modification de la frontière. La Corée du Nord renforcerait également son rôle, agissant comme un bras logistique des plans de Pékin, tout en obtenant un approvisionnement régulier en carburant et une aide militaire de la Russie. Puis vient le troisième scénario, le pire. En cas d'effondrement de la stabilité interne russe, suite à une crise économique ou politique, la Russie pourrait perdre le contrôle de sa frontière orientale. Face au chaos à Moscou, les gouverneurs locaux pourraient être coopérés avec des investisseurs chinois pour stabiliser leur région. Une migration massive accentuerait le déséquilibre démographique. À ce point, la Chine aurait déjà le contrôle sans avoir à le demander. La Corée du Nord sécuriserait ses frontières et développerait le commerce avec le soutien de Pékin, ce qui alerterait le monde entier. Le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis devraient réagir militairement ou économiquement. La région pourrait passer d'une frontière paisible à un point chaud du jour au lendemain. Dire que la Russie joue avec une bombe à retardement n'est pas exagéré. Même dans les scénarios les plus calmes évoqués, rien ne paraît agréable ni sans souci.
La montée de la présence étrangère rend la gouvernance chaotique et complique la tâche des forces de l'ordre russes face aux juridictions croisées. Quelles règles s'appliquent lorsqu'une entreprise chinoise loue des terres russes pour 99 ans et embauche des ouvriers nord-coréens pour y construire? Si cette tendance se poursuit, Moscou trouvera ces accords presque impossibles à annuler. Un territoire perdu en guerre peut se reconquérir, mais en perdre un par l'économie est presque irréversible. Quand subsistance, éducation et approvisionnement dépendent d'un autre pays, la loyauté suit. La Chine comprend cela mieux que quiconque. Elle joue un jeu patient, et la patience est une qualité que Pékin possède en abondance. Pendant ce temps, la Corée du Nord continue d'accumuler des victoires discrètes. Chaque pont qu'elle aide à construire, chaque travailleur qu'elle envoie à l'étranger renforce sa position. Pyongyang obtient les ressources nécessaires, et sa population accède à des emplois introuvables localement. Ses ingénieurs gagnent en expérience sur des infrastructures modernes, et sa direction acquiert une précieuse pertinence. Dans un monde qui l'ignore en grande partie, la Corée du Nord redevient soudainement utile, non seulement à Pékin, mais aussi à Moscou. La Russie manque d'options. Sa frontière orientale lui échappe, non par trahison, mais par épuisement. C'est le résultat d'une guerre coûteuse, de la perte des capitaux occidentaux et d'une dépendance à des partenaires aux agendas divergents. Toute décision pratique à court terme entraîne une perte stratégique à long terme. La Chine et la Corée du Nord n'avaient pas besoin d'envahir l'extrême-orient russe, ils ont simplement attendu le bon moment. Ce qui a suivi n'était pas une prise de contrôle classique, mais une occupation discrète, une occasion saisie. Le vide laissé derrière devait être comblé, et ceux qui sont intervenus façonnent désormais l'avenir de la région. La carte n'a pas changé officiellement, mais la transformation sur le terrain est évidente. La frontière orientale reste officiellement russe, mais cela ne finance ni infrastructures ni salaires locaux. Moscou peut encore revendiquer la propriété, mais un contrôle purement juridique, sans présence ni influence, est le plus faible. Le monde ne regarde peut-être pas, mais le changement est inévitable. On peut changer les drapeaux, mais il est difficile de modifier pipeline, routes commerciales ou changements démographiques une fois établis. Cette histoire ne concerne pas que le territoire, mais aussi le timing, l'influence et le pouvoir des actions discrètes. La Chine et la Corée du Nord ont saisi l'opportunité et sont intervenus. La Russie, focalisée sur sa survie, ne l'a compris que trop tard. Un empire qui redessinait jadis les frontières par la force voit désormais les siennes disparaître sans un coup de feu. Et, comme l'histoire nous le rappelle souvent, l'influence perdue sans résistance est la plus difficile à reconquérir. Merci d'avoir regardé.